effectivement, dans l'idée, l'Université de Lyon est là, il y a des établissements, on a parlé de formation, mais on a dit que c'était ouvert, et dans le public, il y a pas mal de personnes qui sont, on voit dans pas mal de secteurs de l'animation et du sport en général. L'idée, c'est qu'effectivement, nous, on va parler plutôt aussi de ClarOM Connect et d'un outil, mais l'idée, c'est de dire pourquoi là, cette année, on vous présente la plateforme mutualisée du ministère, et en quoi elle répond à une multitude de besoins de mutualisation, d'accord, et d'autres types de besoins. Parce qu'autrement, vous présentez un outil, on n'a pas besoin de faire un séminaire pour présenter un outil, on pourrait faire autre chose. Donc là, je vais vous présenter une vision très parcellaire et vue par mon prisme d'un historique, parce que là, partout dans la salle, je sais qu'il y a énormément d'histoires et de tentatives ou de réussites de réseaux et de mutualisation qui ont fonctionné ou qui n'ont pas fonctionné. Alors il y en a qui, quand ça ne fonctionne pas, ça fait mal des fois. Je ne rappellerai pas les mauvais souvenirs, je vais rappeler que les heureux souvenirs. Je vais éviter de parler de tout ce qui a pas vraiment fonctionné et pas forcément de notre fait. Donc l'idée, c'est de dire que tout ça, ça prend du temps, et voilà pourquoi dans une mutualisation, il y a énormément de choses qui vont s'agglomérer, et quand on va parler de cette plateforme que le ministère conventionne avec l'Université de Lyon et le CREPS de Dijon, pourquoi il y a énormément d'idées à l'intérieur. Donc on a démarré il y a longtemps, en 2004, un séminaire du ministère à Châtenay-Malabry qui disait mais quels sont les formateurs qui utilisent la formation à distance? Est-ce qu'il y a des pratiques dans notre ministère jeunesse et sport? Et donc voilà, on est pas mal de collègues, c'était plutôt les Italiens qui sont venus et dire ben voilà, moi j'ai commencé, je fais ça, ainsi de suite. Donc c'était, on recense les initiatives pour voir s'il faut mettre en place quelque chose pour mutualiser. Alors avec des collègues, on a monté sur le plan national de formation, qui est souvent notre outil pour réussir à se réunir, un espèce de réseau formation ouverte à distance. Donc c'était en 2006 au CREPS de Bordeaux sur comment mutualiser les ressources et professionnaliser les acteurs de la formation à distance. Donc vous voyez, je vous ai dit c'est par mon prisme puisque j'étais moi en CREPS et que je m'occupais de développer de la formation à distance. D'accord ? En 2008, sur une étape du PNF, on est venu à Voiron, au CREPS de Voiron, et là les collègues nous ont dit qu'il faut absolument rencontrer l'Université de Lyon, et c'était la première fois qu'on nous présentait une plateforme. Alors moi j'en ai vu des présentations de plateformes où au bout d'une demi-heure de termes techniques, je repars parce que je dis ça c'est pas pour nous, ils ne savent pas comment ça se passe dans nos organismes ou dans nos services, on n'est pas 18 pour gérer la technique et l'administration réseau. En général on est une ou deux personnes, des pédagogues, et puis il faut que ça marche. Et là ils nous ont parlé justement pédagogie et comment un outil pouvait s'adapter aux différentes formes de pédagogie. Et c'était le laboratoire ICAP, c'est innovation et conception et accompagnement pour la pédagogie. Donc déjà, ça me parle plus que service informatique de quelque part, d'accord? Donc on s'était dit qu'on était sur des bons termes ensemble, et c'est là que s'est lancée l'aventure avec l'Université de Lyon, avec Spiral Connect. C'était moi qui avais présenté à l'époque avec Patrice Thirier. Voilà. Avec pédagogie, avec l'animation 3D. Alors, aussi, bien sûr, comme on n'a jamais réussi à mettre des espaces de mutualisation officiels, et avec pas mal de collègues, on a créé des espaces de mutualisation officieux. D'accord, utiliser des blogs wordpress.com avec des fois de la publicité en bas. Mais quand on n'a pas d'outils institutionnalisés, on se débrouille avec les moyens du bord. Ça, je pense qu'il y en a pas mal qui connaissent tous ces outils-là et la débrouiller. Mais ça veut dire que ces stages, donc PNF, Plan National de Formation, c'est de dire on a des choses à mutualiser, il faut que ça perdure au fur et à mesure du temps et qu'on l'ouvre au maximum. Donc c'était de dire plutôt qu'on soit sur des outils fermés, utilisons ce qui existe dans les outils numériques pour ouvrir totalement ce que l'on publie. D'accord ? Ça intéresse qui ça intéresse, et puis après, de toute façon... voilà, nous on le produit en tant qu'agent de service public, donc on peut rediffuser derrière puisque ça a été payé par l'argent public.
Ensuite, monsieur Olivier Lerouge, hein, qui n'est pas là aujourd'hui, vous en apercevrez sur le volume de décibels pendant les barcamps. Hein. Ouais. J'ai pas dit autre chose, hein, vous voyez, je suis sympa. A lancé avec l'Université de Lyon, avec Christophe, premier séminaire, donc, parce que il y a beaucoup d'utilisateurs, entre-temps, entre 2008 et 2012, il y a eu beaucoup d'utilisateurs qui ont conventionné avec l'Université de Lyon. Là, on en a une vingtaine ou trentaine, ou plus même, des fédérations, des CREPS, des directions régionales, et aussi, qui sont présents, des organismes de formation, ou des clubs, ou des crosses, ou ainsi de suite. Hein. Et donc, ils se sont dit, il faut peut-être discuter ensemble des potentialités qui sont offertes par ces outils et créer une communauté, comme dit Christophe, pour partager et avoir une communauté qui permet de développer tout ça de manière, plutôt que chacun travaille dans son coin, hein, nous on a créé la communauté et on est autour et vous voyez qu'après toute l'année il y a des groupes Facebook, d'autres trucs, hein, des Twitter, qui fonctionnent pour s'entraider. Hein, on envoie des appels à l'aide, tiens, moi je suis bloqué là-dessus, et ça répond dans le... Pour bousculer un petit peu, la communauté c'est pas que l'outil, c'est pas comment je fais une formation, c'est quand j'ai un truc je sais pas faire, c'est aussi de l'entraide sur plein d'autres choses. Et c'est compliqué d'avoir une dynamique de communauté et que cette communauté vive tout au long de l'année. Donc là, on a de la chance dans ce moment, ça se passe pas trop mal. Il y en a 2-3 environnements où on arrive à se retrouver. Donc il y a les blogs que tu as cités. Il y a les Twitter qu'on a sur certains hashtags, on arrive à se retrouver tout au long de l'année. Et la dernière chose, c'est le groupe Facebook aussi qui a plusieurs centaines, voire milliers de participants. Il y a pas mal de monde sur le groupe. 400, ouais. C'est assez dynamique. Donc c'est une question technique, posez-la. Et dans la demi-journée, il y a toujours plein de réponses, quelle que soit la question. C'est assez impressionnant. Voilà, merci pour la communauté, mais ça, il y aura pas mal de choses sur justement faire communauté. Et ensuite, dès le 4e séminaire en 2016, on s'est dit que là, il fallait ouvrir un peu plus parce que autrement, on restait refermé sur le côté sport et formation, donc entraînement et formation en sport. Et donc, ça n'a pas été facile aussi, hein, ouvrir ce séminaire à ce qui est 2 PNF, donc le PNF côté jeunesse, parce que vous savez, notre ministère adore séparer la jeunesse et le sport, hein, alors qu'on voit bien dans les présentations, hein, il y a des CEPJ, des profs de sport et ainsi de suite qui travaillent pour les deux secteurs. Hein. Donc, et avec aussi une inscription possible, et là il y en a pas mal qui sont ici, via l'Université de Lyon pour des gens qui ne sont pas des agents du ministère de la jeunesse et des sports. Donc c'est pas évident, sur les inscriptions, Étienne l'a dit, ça génère des choses qui sont pas faciles. Finalement, je pense que c'est plus facile de s'inscrire via l'Université de Lyon que via Renoir RH. Mais bon, j'ai rien dit. Voilà. Donc communauté qui s'agrandit avec des choses transversales qui amènent encore plus de choses. Donc là, je vous ai dit toujours, hein, je vous parle depuis le prisme, ce que moi j'en ai vu et ce que j'ai fait. Si c'était d'autres personnes qui en parleraient, je vous parlerai de d'autres initiatives. Hein. On a aussi eu des initiatives avec la jeunesse sur essayer de monter des communautés. Là, on a travaillé sur un MOOC des évaluateurs pour répondre à la demande de former tous les évaluateurs des diplômes d'État jeunesse et sport en France. Ben là, on s'est dit qu'il faut que ce soit une réponse ministère, puisque c'est pas chaque région ou chaque CREPS ne va pas faire sa formation sur une vision nationale d'avoir une harmonisation sur les diplômes d'État. Et donc là, le ministère a dit il faut qu'on ait une plateforme. Je veux dire, nous, on en a plein des plateformes. Et une plateforme de MOOC, c'est aussi Cloud9 Connect qui permet de le faire. Donc avec le ministère, on a vu que ça serait peut-être le moment que eux portent en direct cette action de formation. Mais comme l'administration centrale, c'est encore plus compliqué que les administrations ou les établissements, et on dit il faut qu'on conventionne avec ceux qui savent faire des entrées en formation et de la mutualisation. Donc ils ont conventionné avec le CREPS de Dijon pour qu'ils portent une instance nationale. Et on s'est dit, autant que la plateforme ne serve pas qu'à faire un MOOC, mais qu'elle serve à justement
toutes les expériences, donc moi je vous ai parlé de quelques-unes, mais que tout le monde a, ça nous aide à les recenser et à avoir des outils pour que nos communautés partagent et continuent à travailler. Et donc ça c'est, mais là Fred va venir hein, pour vous présenter ça. Donc pour l'instant avec un titre qui est Réseau numérique du service public de formation. Donc c'est lancé plus ou moins officiellement, hein, Fred. Et on vous montrera tout à l'heure aussi comment ça peut fonctionner avec des choses qui sont déjà dessus, visuellement, parce que là on arrive sur un outil national, mais avec chaque établissement ou service qui peut avoir son organisation au sein. Et ça nous permet de faciliter le travail avec, mettons, l'Université de Lyon, puisque au lieu que chacun aille faire sa propre convention et ne puisse pas transférer ses contenus, aller voir ce qu'a fait le collègue parce qu'il n'est pas dans la même région, qu'il n'est pas dans le même CREPS, qu'il n'est pas dans le même service, là l'idée c'est de pouvoir à la demande. Hein. Alors l'idée c'est que si on fait visionner, je vous montrerai un écran où on voit tout, ça fait fuir tout le monde. Par contre on vous montrera les écrans de l'utilisateur, hein, qui sont ou des collègues ou des organismes de formation, qui voient que eux la partie qui les intéresse. Et ça on va reprendre ça. Et je laisse Fred présenter cette convention. Merci Pascal. Donc là, on va repartir bien des enjeux, hein, du constat de se dire, quand on se rencontre, on évoque des projets qui pourraient être communs, qui ne le sont pas, on évoque des contenus de formation qu'on pourrait construire en commun et qui techniquement ne le sont pas, et puis on évoque l'envie de partager un certain nombre d'expériences et de compétences. Ça c'est, je pense, le point de départ qui fonde la réflexion. Une opportunité, je pense, qu'a su saisir le ministère, c'est l'arrivée de la nouvelle plateforme, hein, puisque Spiral Connect devient Claroline Connect. Donc la nécessité de migrer l'ensemble des contenus pour les établissements ou les services qui utilisaient déjà Spiral vers Claroline Connect. Il y avait deux possibilités, soit on continuait comme on le faisait aujourd'hui chacun de notre côté, on est plusieurs établissements, plusieurs services à utiliser Spiral aujourd'hui ou d'autres plateformes, soit on essayait de proposer, et je pense que le ministère IDSC2 en particulier l'a bien compris, une plateforme qui peut être commune sur la base du volontariat. C'est important, c'est-à-dire que si un établissement, si un service, si une fédération dit demain, moi je veux ma plateforme Claroline Connect ou une autre plateforme, c'est bien sûr possible, il n'y a aucun caractère obligatoire. Par contre, il y a un service qui est proposé par le ministère, pris en charge en grande partie financièrement par le ministère, hein, puisque au travers de la convention, alors pour des raisons de facilité, c'est le CREPS Dijon qui porte cette plateforme. En étant un établissement public, on a des marges de manœuvre de fonctionnement qui sont plus souples que ce que peut être le ministère au niveau de l'SC2, qui n'avait pas la possibilité, elle, de porter la plateforme. Donc le CREPS de Dijon, au nom de l'ensemble des établissements et services, porte cette plateforme. Le ministère paye l'abonnement à la plateforme à Lyon 1, paye également l'hébergement, d'accord, je ne sais plus combien de... C'est ça, tu sais, là... C'est 0,50 centimes. Non, mais je parlais pas des comptes, je parlais c'est du volume qu'on a de stockage. Ah, c'est 10 gigas par défaut au démarrage, et après en fonction chaque année, en termes d'utilisateurs et d'espace de stockage, c'est revu à chaque date anniversaire et c'est à chaque fois après redispatché entre les différents établissements. Voilà, donc pour l'accord qu'on a aujourd'hui, c'est que le ministère prenne en charge 50 comptes. Je ne sais pas si c'est ce que tu as dit, parce que du coup j'étais concentré sur le micro, on a les problèmes depuis le... C'est Pascal qui disait voilà. ça. Donc c'est 50 centimes par utilisateur, je reviendrai un peu après sur plus de détails. Et le ministère, a priori, prendra en charge 50 comptes par établissement ou service. Pour l'aide, du coup, ça contribue à vous aider à démarrer sur la plateforme sans contrainte financière. C'est-à-dire que concrètement, dans une semaine, vous pouvez démarrer votre plateforme, votre instance, sans aucun coût engagé. Donc, ce qui peut être pas mal pour amorcer la pompe pour certains services ou certains établissements.
Et puis ensuite, ce sur quoi s'est pas engagé le ministère et ce qui est compréhensible, c'est payer l'ensemble des utilisateurs. Parce qu'on ne connaît pas, on ne sait pas le mesurer. Je prends un exemple, le MOOC météo, je crois que c'est 5 000 inscrits ou 10 000 inscrits. Ouais. Voilà. Donc le ministère pouvait, il ne peut pas faire le pari de dire on va avoir 100 000 inscrits puis on met 50 000 €, etc. Donc le fait que chaque établissement ou chaque service paye ses comptes, ça ne nous paraît pas utopique dans le prix puisqu'on a 50 centimes le compte, puis ça nous paraît être intéressant pour responsabiliser chacun des services sur l'utilisation qu'il fait de la plateforme. En sachant que, par exemple, dans le cadre d'une formation un peu mutualisée, le coût sera répercuté à la date anniversaire. Donc rien ne vous empêche de fonctionner, d'inscrire vos utilisateurs pour l'année. Une fois que la formation elle est terminée, de les désinscrire. Et du coup, à la date anniversaire, vous n'aurez que le compte, le nombre de comptes souhaités. Alors ça, c'est important pour les services et les établissements qui fonctionnent en année budgétaire, parce que c'est une petite contrainte. C'est si vous avez 2000 utilisateurs, donc un utilisateur, c'est une personne qui s'inscrit à la plateforme, même si après il ne se reconnecte plus, on est d'accord là-dessus. Ça, c'est important d'être vigilant là-dessus. Une personne s'inscrit sur la plateforme, sur votre instance, c'est compté comme un utilisateur, même si elle se connecte qu'une fois. Ça, c'est quelque chose d'important. Par contre, une autre personne qui s'inscrit et qui se connecte tous les jours 1h30, ça sera aussi 50 centimes. Donc à vous après de mettre en place des règles du jeu qui soient cohérentes par rapport à vos possibilités financières. Si on fait des comptes qui ne sont jamais activés, qui ne sont pas comptabilisés, parce qu'on peut créer des comptes et finalement les gens ne se connectent jamais. Alors, ça c'est pareil, c'est sous couvert aussi pareil de Christophe Battier, à partir de 5000 utilisateurs total au niveau de la plateforme du ministère ne seront comptabilisés que les comptes actifs. Voilà. Et si on fait les comptes et que la personne ne se connecte jamais, c'est pas... C'est ça. Donc en fait, ne sera comptabilisé que les personnes qui se sont connectées une fois sur la plateforme. Dans l'année. C'est que pour la plateforme du ministère. Alors voilà, en l'occurrence, ce sera pour la plateforme du ministère. Alors, justement, il y aura d'autres exemples sur nos amis les pompiers qui sont là, qui aussi ont mutualisé les instances. Donc plutôt on les a copiés, puisque c'est eux qui ont commencé, pour justement faire un travail où, voilà, je pensais au cross qui pourrait mutualiser et dire plutôt que chaque cross y aille de son côté, on pourrait faire des choses ensemble. Après, vous avez vu les délais pour... c'est pour ça l'idée, je vous ai montré, en 14 ans on arrive un peu à quelque chose, mais des fois... L'idée d'une plateforme mutualisée, c'est en termes de réactivité, de souplesse, et puis surtout de ne pas attendre un an avant de vous lancer dans une formation, de la tester, et puis de formaliser les choses, quoi. Vous avez une réactivité qui est quasiment directe. Et puis l'avantage aussi d'une plateforme mutualisée, c'est le tour de regroupement. Comme aujourd'hui, il y a des contenus qui vous intéressent, il y a une formation qui vous intéresse, ou que vous voulez mutualiser en termes d'animation, de création de contenu, etc., va dire, ah bah oui, toi tu es sur la plateforme, tu travailles à Dijon, moi je travaille à Voiron, du coup on peut se mutualiser et j'ai plus qu'à t'inscrire. Vous voyez, la démarche elle est complètement différente que quand on a plusieurs instances spirales où il faut créer des comptes et il faut ci et il faut ça. Là du coup c'est beaucoup plus souple. Et puis de la même manière, je ne sais pas du tout comment ça se passe au sein de vos formations, mais vous rentabilisez également une formation. Une formation BEP, GEPS, je ne sais pas, moi par exemple, qui concerne le judo, vous avez peu de candidats et elle se fait moitié à distance et moitié en présentiel, vous pouvez la rentabiliser aussi au niveau de Bordeaux, de PACA et de je ne sais quoi. Voilà. Pour répondre à... Donc le ministère, il ne va pas financer des plateformes indépendantes. Là-dessus, on est très clair. Il y a la plateforme du ministère avec donc qui a un nom pour l'instant. Alors si vous avez un meilleur nom, on est preneur, qui s'appelle Service public réseau numérique. Je sais même pas. Du service public. Vous avez le droit d'avoir un meilleur nom. On trouve pas on fera un petit brainstorming tout à l'heure. Des instances. Ce qu'on a souhaité, et ce qui était important, c'est que chaque instance garde son identité. Voilà, c'est-à-dire que, bien sûr, il y a une porte d'entrée commune qui est celle du ministère.
Mais ensuite, si vous avez une instance CREPS de Wattignies, par exemple, une instance DR de Bordeaux, pour la personne qui se connecte, c'est-à-dire un apprenant, c'est-à-dire un tuteur ou un évaluateur, ce sera transparent, il atterrira directement sur l'instance qui leur a fait s'inscrire. D'accord ? Par contre, ce même apprenant, ou si on parle d'un réseau de formateurs, ils peuvent avoir accès, d'accord, avec le même compte, à Crèves de Dijon, Crèves de Wattignies, à partir du moment où on l'autorise à y aller. C'est-à-dire, moi, si on veut partager sur le Crèves de Dijon des contenus, moi, en tant qu'administrateur de la plateforme de Dijon, je pourrais ouvrir des droits à quelqu'un du Crèves de Wattignies qui pourra avoir accès au contenu que je souhaite, voire des apprenants, ce que disait Chacha quand elle parlait de mutualisation de contenu de formation. D'accord ? Ça, c'est le cadre général. Et ça, c'était important. Dans les délais, aujourd'hui, ce soir, on va vous présenter la première coquille de la plateforme avec 2 instances. Je crois qu'il y a le CREPS et puis l'ADR, pour vous montrer un peu. Et le NVSL. Donc, pour vous montrer un peu comment c'est. Et l'enjeu maintenant, ça va être sujet de différents groupes de travail pendant le séminaire, et pour moi c'est une première pierre, c'est de voir comment on peut mutualiser. C'est qu'on donne une définition à ce terme de mutualiser, d'accord ? On a évoqué des choses dans le cadre de la convention. Par exemple, un principe, c'est que chaque année, on produise au minimum au niveau du ministère, donc financé par le ministère, une séquence de formation sous forme de MOOC ou d'autres autres outils de formation. On travaille, et on vous le présentera demain, sur le MOOC des évaluateurs. Là, l'enjeu, il y a, je crois, 80 000 évaluateurs en France. Non, 10 000, pardon. Je crois que c'était 80 000. Non. T'es sûr ? Je ne suis pas sûr. Bon, Enfin, on va dire pense, 10 000. après, il y en a peut-être plus. Mais Il y a 10 000 évaluateurs en France qui bossent pour les OF dans le champ du ministère Jeunesse et Sport. D'accord ? Pas que les établissements, les OF privés également. Pour ceux qui font de la formation, vous êtes bien conscients des limites qu'on a aujourd'hui dans le suivi de nos évaluateurs, avec l'organisation de plus en plus de certifications en entreprise notamment. Des moments, le fait d'envoyer des évaluateurs qu'on connaît peu, qui connaissent peu nos systèmes de formation. Donc derrière, il y a un vrai enjeu de formation pour l'équité de traitement des certifications. Alors ce n'est pas la panacée, mais je pense que ce MOOC des évaluateurs peut être une première pierre. Voilà, qui est financé par le ministère. Il est quasiment terminé. Pascal vous le présentera demain. C'est Pascal qui est vraiment la cheville ouvrière sur ce projet. Il sera financé par le ministère, à disposition des instances qui le souhaitent, qui pourront l'utiliser soit comme tel, un principe, c'est-à-dire c'est du clé en main, soit l'adapter et le lier par exemple à du présentiel. Voilà, ça, après, chaque établissement, chaque service pourra l'utiliser comme il le souhaite. Voilà. D'autres projets là, sur lesquels nous on doit être force de proposition doivent apparaître dans cette convention. D'accord ? Il y a bien sûr ce projet, le MOOC des évaluateurs, on parle d'un MOOC des tuteurs l'année prochaine, mais il y a d'autres choses sur lesquelles on peut travailler. Moi je pense bien sûr à des... je vois par exemple sur le BPGEPS, aujourd'hui on a une UC2, UC1, UC2 transversale, peut-être qu'on a des choses à faire ensemble, l'ensemble des organisations. Il y a des choses qui existent, je pense au recyclage chez APMNS, parce qu'on a déjà discuté avec Frédéric là, qui est formateur sur ce thème ici, de dire aujourd'hui il y a sur le recyclage du CAPMNS un temps de théorie qui est peut-être trop important ici, et moi je préférerais plutôt qu'ils nagent quand ils viennent se recycler, qu'ils fassent du sauvetage. Donc pourquoi pas construire des contenus communs liés au recyclage théorique qui soit sur la plateforme, et puis quand ils viennent se recycler, le consacrer essentiellement à la pratique. Là c'est des pistes au hasard. Et je vous dis, moi je compte vraiment sur les 3 ou 4 ateliers qu'on va avoir pour pouvoir apporter de l'eau à ce beau moulin. T'as vu la fonction ? Je ne sais pas, vous avez des questions ? Je ne sais pas ce que j'ai pu oublier. Oui, une question ? On parlait beaucoup de services publics, les fédérations. Alors, on a évoqué, tu fais bien de le rappeler, oui, excuse-moi. Alors déjà, quand je dis service public, je pense aussi aux fédérations, parce que quoi, une délégation de service public ? On a prévu de pouvoir, le ministère est OK pour que les fédérations puissent être
hébergés sur la plateforme. A priori, alors ça c'est des choses qui sont en négociation, dans une instance soit établissement, soit une instance service. Voilà. Je ne pense pas, comme je perçois les choses, et je ne pense pas qu'une fédération le souhaite d'ailleurs, qu'elle souhaite héberger, qu'elle ait une instance, alors je ne sais pas, je vous ai dit ta fédé, c'est quelle fédé? Cyclisme. Oui, oui. Je ne pense pas qu'on puisse créer une instance Fédération française de cyclisme sous la plateforme. Par contre, être hébergé par un établissement, ça c'est sûr que c'est acté. Voilà. On est sur vraiment une négociation avec des C2 là-dessus. Et puis, je suis preneur de vos propositions là-dessus, les fédérations. Soit les fédérations des DUCPOC, puisqu'il y en a, ou les fédérations sportives. On est en attente de vos propositions qu'on pourra faire remonter. Et je vous dis, Albin Sirven sera là vendredi, c'est lui qui porte notamment ce dossier-là à DST2. On pourra échanger avec lui. D'autres questions? Donc on va, là je vous rappelle, on va faire les ateliers, si vous n'avez pas de remarques sur l'organisation. Si moi j'ai oublié, je vais vous faire passer là, je vais remonter là-haut, la fiche d'émargement. Donc on a 2 fiches d'émargement, Chacha, je pense. Une fiche, c'est un peu compliqué, hein, puisqu'on a regroupé 2 formations. La formation offre nationale de formation pour les collègues jeunesse et sport. Et puis la formation Université de Lyon pour des fédérations notamment, le 10, etc. Donc prenez la bonne fiche d'émargement. Il y a eu quelques bugs avec Renoir, non? Donc certains parmi vous sont ici sans apparaître sur la liste d'émargement de Renoir. Donc vous vous rajoutez au bas de la fiche ministère. Ok? Cherchez la fiche d'émargement. Et donc ensuite on enchaîne donc, sur les différents ateliers. On peut se prendre 10 minutes de pause si vous voulez. Vous pouvez reprendre un café à la cafette. Hein. Il y a tout vous attend, les petits gâteaux, le café. Les...